Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre conférence en ligne logistique industrielle avec Daher. Donc ce matin, on accueille Gabriel Rafour qui est directeur du Daher Lab et on accueille également Iman Lepan qui est ingénieur projet chez Daher et puis bien sûr on a Benjamin Debuté aussi qui est notre CEO chez DC Brain. On est une quarantaine de personnes, donc je vais profiter de quelques minutes qui nous restent pour attendre quelques retardataires. Et puis en attendant, je vais vous présenter l'interface. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Livestorm, donc vous avez la fonction de chat que vous pouvez utiliser ici, juste à votre droite. Donc vous pouvez dire bonjour à tout le monde dès maintenant. Vous avez également la fonction question. Donc là, vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et puis on va y répondre après chaque intervention. Et puis, on a aussi les sondages. Donc, on va poster quelques sondages tout au long du webinaire. Et puis, vous pourrez y répondre. Ce sera des questions oui, non. Enfin, des questions fermées auxquelles vous pourrez répondre. Et ça sera tout pour l'introduction. Donc, on va attendre encore une petite minute, histoire de voir les derniers participants qui se connectent. Donc, aujourd'hui, notre intervention, ça va se découper en deux parties. Donc, la première partie, ce sera avec Gabriel, qui va présenter les particularités du Daher Lab, qui est une entité spécialisée dans l'innovation au sein du groupe Daher, et le rapprochement avec DC Brain autour du projet ITER depuis 2018. Et en deuxième partie, Iman va nous présenter le projet d'optimisation de processus de préparation de commandes pour un grand industriel. Je suis Nathalie, je suis la responsable marketing, et puis je vais vous envoyer les slides de cette présentation cet après-midi. Pour votre information, vous pourrez également revoir ce webinaire une fois qu'il sera terminé. Voilà, je laisse la parole à Gabriel. Je vais mettre la présentation qui va avec. Hop, et c'est à toi, Gabriel. Ça marche, bonjour à tous. Je vais commencer par vous parler un petit peu de Daher. Pourquoi ? Parce que Daher, finalement, c'est une société qui n'est pas forcément connue de tous et qui a des particularités dont je vais pouvoir vous parler justement maintenant. Daher, c'est une société familiale française fondée en 1863, qui a plus de 150 ans et qui aujourd'hui réalise à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et avec une particularité qui est qu'en fait, la société, de par son histoire, dont je vais vous parler un petit peu puisqu'on a un petit peu de temps aujourd'hui, a une répartition en fait de son activité entre l'industrie, le métier d'industriel et le métier du service. Et c'est d'ailleurs cette répartition, donc à peu près de 50-50, qui s'opère au niveau du chiffre d'affaires global du groupe. Donc Daher, c'est avant tout un avionneur. Vous avez en image du coup le TBM qui est derrière et puis le Kodiak juste devant. Qui sont les deux avions, donc des turbopropulseurs du groupe Daher. Il faut savoir que Daher aujourd'hui est le plus vieil avionneur du monde, puisque c'est tout l'héritage en fait de la maison Morane-Saulnier et ensuite de la Socata, qui remonte à donc 1912-1913. À côté de ça, Daher en tant qu'avionneur sert aussi d'autres avionneurs via la fabrication de pièces et la fabrication de systèmes en fait pour les autres avionneurs qu'on connaît peut-être mieux, comme Airbus, Gulfstream, Dassault, Boeing, etc. À côté de cette activité d'industriel, on a une activité vraiment de service et logistique. On sépare les deux, mais globalement, c'est un peu le même métier, c'est rendre service. Le service, on va plutôt le caractériser par les activités qu'on peut réaliser dans les usines, sur les lignes d'assemblage de nos clients, où on va mettre en fait notre savoir-faire justement d'industriel et d'avionneur au service de nos clients pour réaliser des opérations de montage, des opérations par exemple de câblage, d'installation de câbles sur différents avions. Et on a la partie logistique dont Iman fait partie, la logistique industrielle à proprement parler, où là on n'est pas que pour la partie aéronautique, on est également dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'énergie. On va le voir justement avec la présentation des projets juste après. Et là où ce métier de logisticien, c'est le métier historique finalement du groupe, puisque le groupe a commencé en tant que commissionnaire de transport
Et en tant qu'armateur, on avait également notre flotte de navires en mer Méditerranée. Daher a traversé, en fait, à travers ces nombreuses années, différentes révolutions industrielles, des crises en quelque sorte, à chaque fois qui ont vu, grâce notamment à des avancées technologiques et sociologiques, vu sortir de nouveaux champions, vu sortir de nouvelles activités. Et c'est comme ça que Daher a fait ce passage finalement de logisticien à industriel puis à avionneur. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est entré dans la 4e révolution industrielle. Je vous laisserai lire des ouvrages sur le sujet, notamment de Michael Valentin, qui parle du modèle Tesla et de l'hyper-manufacturing. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte qu'elle se construit sur la 3e. La 3e qui est finalement tout le toyotisme et le lean management, les outils de production qui ont été mis en place dans les usines et qui sont encore en train d'être mis en place dans les usines, tout ce qui va être MES, ERP, WMS, etc. Et en fait, là, on a une 4e révolution qui se construit finalement sur cette base technologique et d'organisation, avec une fusion des technologies. Le digital, le mot n'est pas anodin en français en tout cas, puisqu'il se rapporte aussi au digit, au doigt, au toucher. Aujourd'hui, on a vraiment cette fusion entre un monde physique, un monde digital numérique, et également un monde biologique avec des avancées technologiques sur des outils cognitifs qui sont aujourd'hui assez poussés. C'est également un nouveau mindset avec, depuis forcément les années 2010, des sociétés qui, purement basées sur le numérique, sont devenus finalement dominateurs au niveau des groupes mondiaux, avec une force de frappe qui fait peur, qui fait même peur au monde politique. Et ce nouveau mindset, c'est de se dire que finalement, tout est possible, qu'il faut y aller, on a le droit à l'erreur fait partie de l'apprentissage, c'est vraiment tout l'esprit startup finalement, qui nous vient de la Silicon Valley et qui s'est diffusé maintenant partout dans le monde. On a également des nouvelles priorités qui ont été mises en exergue, notamment par la crise qu'on a traversée ces derniers temps. On est encore dedans. Mais on a ce mouvement green qui a pris encore plus d'ampleur. On a une vraie volonté pour les personnes qui travaillent au niveau des différentes solutions qui sont développées aujourd'hui dans nos domaines industriels, d'inclusivité, que finalement tout le monde puisse y avoir accès, même si c'est pas évident à mettre en place évidemment, et d'intégrer tout le monde lorsque justement on fait une innovation dans une société, pour de l'opérateur jusqu'au CEO. Et aussi une volonté d'éthique, puisqu'aujourd'hui l'innovation ne doit pas être contre une certaine éthique. On est loin de Schumpeter et de la destruction créatrice. Aujourd'hui, on est vraiment dans essayer d'innover au service des autres. Et toutes ces priorités, elles doivent être finalement pensées par design dans les offres et dans les solutions qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Donc pour naviguer dans cette nouvelle révolution, dans cette crise en quelque sorte qu'on traverse, on a besoin forcément de nouveaux outils, et le Daher Lab fait partie de ces outils. Le Daher Lab, c'est le hub d'open innovation du groupe Daher depuis 2014. Sa principale mission, c'est d'agir en fait comme une interface, comme une vigie dans les écosystèmes innovants qui nous entourent, qui sont composés de startups, de scale-up. Scale-up, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec tout ça, c'est des startups qui ont vraiment commencé un passage à l'échelle, souvent après des levées de fonds ou autres. Et également d'acteurs plus traditionnels, mais toujours innovants, qui savent se réinventer, soit par de la croissance interne ou de la croissance externe. Mais également les académiques, le domaine, les pôles de compétitivité, des clusters, des incubateurs, des accélérateurs, comme la Station F, comme Agoranov, comme la Mêlée à Toulouse, comme la Cantine à Nantes, etc., qui font partie vraiment de nos écosystèmes dans lesquels on navigue. Et en fait, on va s'inspirer de ce qu'on peut y trouver dans ces écosystèmes, par aussi les échanges avec nos pairs, qui soient du même domaine d'activité que nous, mais aussi de d'autres domaines d'activité comme le luxe ou l'agroalimentaire. Et on va aller finalement essayer de trouver des bonnes idées à l'externe. Il y a plus de cerveaux à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque le groupe Daher compte un peu plus de 8000 collaborateurs. Et en fait, cette recherche va nous permettre d'identifier des solutions qui répondent soit à des besoins qu'on avait déjà identifiés, soit à des besoins qu'on n'avait peut-être pas identifiés au sein du groupe. L'objectif étant toujours d'améliorer en fait soit l'excellence, c'est-à-dire soit l'excellence opérationnelle, la diminution de notre empreinte carbone, notre image de marque, ou alors l'expérience de nos clients ou des collaborateurs au sein de Daher. Cette
cette approche cette double approche finalement, push, donc pour tout ce qui vient de l'extérieur et qui vient en fait arriver chez derrière, et pull, qui est plutôt ce qu'on va identifier en interne via, par exemple, des appels à projets, des ateliers qu'on réalise en physique sur les lignes d'assemblage ou dans les usines, dans les entrepôts du groupe derrière avec tous les niveaux de hiérarchie, et également des événements plus spécifiques en mode vague, comme par exemple on a pu faire pendant la crise sanitaire pour répondre à la problématique de revenir au travail en fait, dans des bonnes conditions. Les outils du DR Lab pour répondre à cette ambition sont évidemment la veille, je l'ai dit, la qualification de start-up, de scale-up, etc. Le support aux opérations, la réalisation de workshops, d'idéation, de design, le management d'époque, la capitalisation sur ces projets-là et les outils qu'on a mis en place autour, je vous en parlerai plus tard. Le support aux opérations de commerce, à nos clients et futurs clients, nos prospects, et également à la communication et à la culturation, puisque le mindset dont je parlais juste avant, l'idée c'est de le diffuser en interne et aussi de montrer que derrière a embrassé finalement cette nouvelle révolution et donc le diffuser à l'externe également. Au niveau des POC, qui sont le principal outil pour venir finalement identifier et apporter de la valeur au sein du groupe, il est très organisé avec des phases assez déterminées, avec notamment au démarrage l'identification des caractères prioritaires, l'identification des critères de performance qu'on va devoir mesurer pendant le projet pour valider ou invalider la solution. Donc on cadre le projet. Le DERLAM n'est pas une tour d'ivoire, j'en parlerai un peu plus tard, mais on travaille vraiment avec les métiers sur le terrain, donc avec les opérationnels, avec les compagnons, et on vient cadrer le projet avec eux et le gérer avec eux. Une fois qu'on a mis qu'on a bien cadré tous les différents éléments, on a un go-no-go qui est décidé. On avance ensuite dans le projet, on mesure ce qui doit être mesuré pour pas avoir de regrets. Et en fait, à la fin, on acte la fin du projet au bout de 1 mois comme 6 mois, et on fait un retour d'expérience qui va nous permettre vraiment de capitaliser sur tout ce qu'on aura pu apprendre pendant le projet. Mais justement, je vais parler un petit peu des labs et en général, des labs en général, et puis de comment en fait on a réussi cette transition. Le DR Lab a été créé en 2014. En 2014, il faut bien se remettre dans le contexte. On a une vague de création de labs qui a démarré bien avant. Elle a démarré peut-être dans les années 2010 principalement, sur le modèle justement de tout ce qui pouvait se faire en Silicon Valley avec un peu une crise, peut-être une panique générale en mode mais nous aussi il faut qu'on innove, on va se faire bouffer sinon par ces petites startups, etc. Et donc les corporate labs, ça a été vraiment une tendance. On a vu apparaître des Fab Labs poussés partout, des VC Labs, et souvent c'était des lieux, plutôt des équipes qui étaient positionnées dans des lieux assez sympas. On faisait visiter le lab en fait. Il y avait ce côté effet waouh, mais souvent c'était voilà un peu des tours d'ivoire où ils étaient dans des endroits un peu sympas dans certains endroits de certaines villes. Rarement en fait vraiment sur le shop floor, sur la dalle avec les opérations ou dans les usines directement, quoi. C'était souvent un peu séparé, et ce qu'ils se sont rendu compte, nous on l'a bien vu avec l'échange qu'on a pu avoir avec les différents labs qu'on a connus, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Alors je vous ai mis quelques screenshots finalement de titres, sur ces sujets-là, mais globalement il y a eu pas mal de problèmes, les labs, c'était plus des POC factory, on faisait du POC, mais il y avait pas de finalité en soi. Le POC, c'était la finalité. Le but, c'était de communiquer, d'expliquer: «Regardez, nous, on innove, on collabore avec des startups». Il y avait des appels à projets massifs, hem, beaucoup de cash, qui a été donné. Alors après, on peut voir ça positivement aussi, ça permet d'apporter de l'argent, aux startups, du chiffre d'affaires. Mais c'est vrai qu'il y avait peu de capitalisation, hem et nous d'ailleurs, on dérogeait pas à cette règle-là, on n'était pas très processé à l'époque. On réalisait vraiment beaucoup de projets sans finalement qu'il y ait de finalité. Alors si on met un petit peu les raisons, les principales raisons qui sont importantes, parce que c'est qu'en regardant les identifiants que finalement on arrive à répondre à cette problématique-là, c'est que ces labs, ils étaient souvent assez invisibles des directions opérationnelles et des business units. Ils partageaient pas forcément leur stratégie. Ils avaient leur stratégie d'innovation, et finalement assez peu ils se calaient pas forcément aux enjeux des métiers, aux objectifs et aux stratégies des métiers. Ils avaient leur roadmap, et puis quand les métiers venaient les voir, «Ouais, j'aimerais bien que tu bosses peut-être sur ce sujet-là parce que j'ai des problèmes». «Ouais, ouais, attends, mais moi j'ai ma roadmap», technologique très souvent, et donc c'est ça qui aussi pouvait poser problème. Aussi, le ROI était complètement invisible. Alors oui, le ROI, ça doit pas forcément être le roi, comme on le dit souvent, mais c'est quand même important parce que finalement, à la fin, les métiers, ils ont des PNL, et
Et si quand vous mettez une innovation, il faut bien qu'il y ait derrière quelque chose qui rapporte. Ils étaient souvent très techno-push, très peu focus sur les personnes, assez peu de conduite du changement. C'était un peu, voilà, on a développé ça, tiens, vas-y, installe-le, quoi. Et bon, ça marche assez peu, hein. Il faut toujours co-développer, il faut penser aux usages avant de penser vraiment aux technologies en tant que telles. Et puis souvent, on utilisait beaucoup le mot disruptif. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de disruptif, vraiment un gros focus sur les gros gains directs. Sauf que en fait, les gros gains, on les fait souvent avec des petits pas qui s'accumulent et qui à la fin finalement font de belles victoires. Au niveau de ça aussi, et c'est lié, hein, on avait souvent la volonté de tout redévelopper. On n'était pas du tout dans l'open innovation en fait. Il y avait vraiment une volonté de créer from scratch avec une startup, de développer un nouveau produit qui va révolutionner un marché. Nous, par exemple, on n'est pas du tout là-dessus, on est plutôt sur justement utiliser des solutions qui ont été développées par nos partenaires. Et je pense que vous l'avez tous vécu aussi, mais on fonctionne en mode agile. C'était souvent une belle excuse pour ne pas en fait faire de product management en tant que tel. Je pense que j'ai pas vu un seul, alors après, j'ai pas tout vu, hein, mais j'ai pas vu beaucoup en tout cas de corporate lab utiliser un vrai mode agile avec des scrum masters, avec des sprints, des stand-up meetings, la décomposition des tâches, enfin bref. Honnêtement, c'est hyper rare à voir. Souvent, c'était une bonne méthode pour dire qu'il n'y avait pas de product management. Et on a vu beaucoup d'hackathons. Vous en avez sûrement déjà tous vécu ou organisé quelques-uns. Bon, les conclusions souvent des hackathons, c'est que il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Il y en a certains qui fonctionnent, mais je pense qu'on doit être sur peut-être 5-10% des hackathons. C'est quand même pas, mais ça fait bien niveau communication. Et puis enfin, surtout, on avait souvent une direction technologique qui créait son lab, avec pas forcément une direction forte associée à ce lab-là. Parce que du coup, dans la direction technique, on pouvait retrouver la DSI, ce lab-là, de l'innovation qui était déjà là, etc. Et ça peut souvent créer des conflits en fait d'intérêts, de la jalousie en interne aussi, puisque du coup, on marche un peu sur les plates-bandes des autres. Les frontières sont jamais aussi évidentes que ça en innovation quand il y a des organisations digitales autour. Du coup, le DR Lab, pour répondre à toutes ces problématiques-là, il s'est structuré. Là, depuis 3 ans, parce que je ne vais pas dire que c'est fini, on a structuré le DR Lab. Ça prend du temps pour qu'il soit vraiment transverse, transparent et processé. Pourquoi? Parce que finalement, le meilleur moyen d'aller vite, on pourrait penser que c'est justement la méthode agile et le fait d'être un peu ne rendre compte à personne et de pouvoir avancer très vite, mais non, pas du tout. L'idée, c'est qu'il faut processer. En fait, dès qu'on lance un projet, un POC, même si on prend parfois souvent, et c'est le but aussi de prendre des risques quant aux technologies qu'on va éprouver, il faut tout de suite penser en fait au déploiement, aux freins qu'il pourrait y avoir après, sans que ça nous prenne trop de temps. Mais l'idée, c'est vraiment déjà d'inclure toutes les parties prenantes qui auront à transformer l'essai après, si jamais c'est un succès, mais aussi pour se poser les bonnes questions dès le démarrage. Ça peut se faire assez vite, hein, rien qu'en 4 points, finalement. C'est déjà, il faut s'aligner avec la stratégie des métiers. Parce que les métiers, on l'a dit, ils ont leurs enjeux. Si vous arrivez avec une solution qui est complètement déconnectée de leurs besoins, ça sert à rien. Ils vont pas l'essayer et ça sera un échec. Vous auriez fait votre POC dans votre camp pour rien. Donc l'idée, c'est de commencer le POC avec eux. Au go no go, c'est eux qui donnent go en même temps que vous. Vous êtes aligné avec leurs enjeux et puis là, en fait, le POC déjà de base, s'il fonctionne, il sera a priori déployé sur le site, puisque je dis bien a priori, parce que finalement, vous répondez à un besoin, à un enjeu du moment. Même si vous apportez une solution techno-push et que le besoin n'a pas été identifié, vous vous mettez d'accord avec eux et ils vont dire: «Ah bah oui, c'est vrai, moi je vais en avoir besoin en fait». Ensuite, c'est d'être transverse, transparent. On sait tous ces organisations, surtout quand vous avez une société comme derrière qui finalement a 3 services différents, enfin 3 activités si on veut différentes et plein de sites disséminés en France et dans le monde. Vous avez forcément des silos qui apparaissent. L'idée, c'est que quand vous faites un POC sur une usine, il faut que l'usine qui est à 400 km, 1000 km, elle puisse bénéficier des outputs de ce projet-là. Il faut vraiment casser ces silos-là. Sinon, il se passe quoi? Sinon, et avant le DRLab, c'est ce qui se passait, on avait des projets qui étaient réalisés à un endroit avec une société et on pouvait très bien avoir en parallèle, sans que personne ne le sache, le même projet. Et pour un peu que le projet réussisse, bon, à la limite, on aura dépensé peut-être un peu plus que prévu, mais surtout, si le projet échoue, on aura dépensé 2 fois du cash, pour rien. Et enfin, pas pour rien, parce qu'on aura testé une fois et c'est intéressant de tester pour capitaliser, mais bon, disons, on l'aura fait 2 fois au lieu d'une. Et de la même manière, quand une solution est très bien et géniale et que vous la déployez pas
dans les autres services alors que vous l'avez testé dans un, c'est dommage, vous perdez finalement de la valeur. L'idée aussi, c'est de respecter des gates. C'est pas forcément parce qu'on respecte un processus qu'on est lent. Ça permet notamment d'avoir d'embarquer les gens et de leur montrer de manière transparente où vous en êtes et de pouvoir justement prévenir ceux qui vont devoir industrialiser la solution que le projet, où il en est et où est-ce qu'il est. Ensuite, les POC qu'on choisit, les projets qu'on choisit de lancer, il faut qu'ils soient de base inclusifs, que tout le monde puisse participer à ces projets-là et à l'idée de ces projets, d'où l'approche nécessaire et double, top-down et bottom-up, que je vous ai dit avant, donc le push et le pull. Puisque oui, certes, on va descendre des idées qu'on a vues, nous, à l'externe, chez d'autres partenaires industriels, dans les écosystèmes, etc. Mais aussi qu'il y ait cette approche du collectif, avec l'idéation collective, qui remonte ses besoins, ses idées, ou tout simplement à la machine à café, les personnes qui peuvent vous parler et vous expliquer. Machine à café, c'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes en télétravail, mais ça marche quand même. Les gens, ils vous appellent. Pour tout ça, on a mis en place notamment un outil, nous, qui s'appelle UMAP, qui nous permet en fait, d'enregistrer tous les partenaires qu'on peut rencontrer, quels qu'ils soient. Donc en fait, l'outil est ouvert, hein, il est connecté à notre réseau d'air, donc les gens peuvent y aller, saisir les partenaires qu'ils ont pu rencontrer. Et pour le management de projet aussi, ça nous permet en mode Kanban finalement de suivre l'avancée des différents projets et que tout le monde ait cette vision-là. Donc on n'est pas, voilà, on vit pas caché, hein, tout le monde a accès finalement à tout ce qu'on réalise au sein du DR Lab et avec les métiers. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais commencer l'introduction, ensuite Benjamin interviendra sur la partie notamment optimisation de l'outil. Alors je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec le projet ITER. Le projet ITER, c'est un projet qui est un projet de recherche avec une ambition forte, c'est de finalement tester, mais à l'échelle 1 sur 1, la fusion nucléaire, pleine de promesses, puisque du coup, l'idée, c'est de reconstituer ce qui peut se passer dans les étoiles, et notamment dans notre Soleil, où des particules, plutôt que les fissions, faire de la fission, viennent fusionner et libérer l'énergie. Cette fusion nucléaire, elle est sous du coup le nom du projet ITER, qui est l'organisation qui la supporte. Elle a choisi, il y a eu un choix à un moment donné en fait du lieu de cette opération, et c'est la France, et notamment le sud de la France, donc Cadarache, qui a été choisi comme localisation pour ce laboratoire grandeur nature, avec 7 États membres, donc Corée, Japon, Chine, Russie, Inde, Europe et les États-Unis, qui collaborent ensemble dans ce giga projet. C'est un projet, le premier plasma n'est pas encore sorti. Alors les dates, ça shift un peu à la droite, hein, mais je ne vais pas dire qu'on est habitué à ça dans le nucléaire, mais c'est vrai que c'est sur ce type de projet, surtout quand ils sont expérimentaux, c'est toujours un peu compliqué de suivre précisément le planning. Nous, d'ailleurs, on agit en tant que Global Lead Logistic Provider pour ce projet. On réalise toute la logistique, du départ des différents yards en fait à travers le monde, donc avec le transport maritime, etc., jusqu'à l'approche finale au niveau du site de Cadarache. Les colis sont de tailles diverses. On peut avoir évidemment de la visserie, etc., mais on a également des pièces qui font dans les 600 tonnes, avec des dimensions complètement gigantesques. Par exemple, les poutres que vous voyez en petit en bas à gauche, qui sont tout simplement énormes. Enfin, j'étais sur les convois de nuit pour ces poutres-là. Enfin, c'est vraiment, ça dépasse l'entendement. Une route a été spécialement construite de Port-Saint-Louis, donc près de l'étang de Berre dans le sud, jusqu'à Cadarache pour pouvoir acheminer ces colis qui sont de taille exceptionnelle. Ce qui se passe et pourquoi ce projet a été choisi comme laboratoire finalement de notre premier POC avec DC Brain, c'est qu'il y a une complexité qui est très forte, puisqu'on doit, nous, dans le cadre de ce projet-là, offrir une visibilité à 24 mois sur les espaces de stockage sur le site, avec des flux, on l'a dit, qui viennent de 7 origines, à minima, parce que quand on parle de l'Europe, ça peut venir de plusieurs endroits, et qui doivent être rangés, du coup, stockés dans différents espaces de stockage. Alors, les espaces de stockage, les zones, la complexité de ces zones, c'est qu'elles sont dispatchées sur le site ITER. Elles sont également, il y en a également une au niveau du port d'arrivée, et elles ont différentes
typologies de rangement possibles. Donc on a du cantilever, on a des étagères, on a du stockage masse, on a du stockage en température humidité contrôlée, on a du stockage en température contrôlée, on a du stockage intérieur, extérieur, on a du stockage, bref, pour les colis dangereux. Et donc en fait, quand un colis arrive, vous avez plusieurs possibilités à chaque fois. Vous avez, finalement des possibilités qui sont multiples, puisque quand vous avez, si on prend un objet qui pourrait rentrer dans une étagère, vous pouvez souvent également le mettre sur cantilever, vous pouvez le mettre par terre, vous pouvez le mettre, dans un espace de température humidité contrôlée, hein, même s'il n'a pas besoin finalement. Vous pouvez le mettre vraiment partout et cette complexité en fait est telle que c'est pas évident de pouvoir, répondre à la question, pourtant simple: «Est-ce que je vais avoir la place? Est-ce que j'ai la place?» Donc, les données, elles viennent de plusieurs endroits. Elles ne sont pas très structurées, hein. C'est un peu souvent le problème dans ces projets data, c'est que les données, elles viennent, nous on les reçoit sous la forme de packing list, des transporteurs, ceux qui font finalement l'expédition au niveau des différents sites, à travers le monde. Ensuite, quand vous êtes en navire, et que vous faites, Inde, heu, Inde-Marseille, alors je vais pas parler du fait que potentiellement il y a des canaux qui se bouchent avec des bateaux en travers, mais l'idée c'est que quand même il y a des incertitudes qui sont liées, rien qu'à la météo par exemple, qui fait que vous avez souvent des dates d'arrivée qui sont pas aléatoires, c'est pas ça qu'on veut dire, mais souvent assez peu précises. Donc c'est déjà très compliqué pour organiser les convois exceptionnels à l'arrivée, mais du coup aussi la date d'arrivée des colis sur site, est définie finalement, 4 jours après, 4 jours avant pardon, 3-4 jours avant. On n'est pas du tout sur une visibilité à 1 mois de quand va arriver les camions, les flux, où il y a pas de flux navette finalement. À côté de ça, en plus, vous avez les conteneurs qui arrivent régulièrement, pour décharger, les colis de plus petite taille, donc voilà. Donc en gros, vous avez des données qui arrivent en Excel sous packing list. Très difficile déjà de demander à ce que toutes les packing lists soient sous le même format. DCBrain a adoré, traiter, ces différentes, templates. Ensuite, ces données, faut savoir que sur un projet comme le projet ITER, vous n'avez pas forcément de WMS en tant que tel, parce que vous êtes sur un chantier et vont utiliser en fait des outils gestion, de chantier. Donc vous avez une perte d'homogénéité en fait au niveau des différents colis que vous rangez, puisque eux vont raisonner plutôt en lot, par rapport au chantier, alors que vous récupérez plutôt des conteneurs, des unités de volume. Donc c'est pas évident de reconstituer, de retrouver ces petits. Mais tout ce travail-là a pu être fait par DCBrain, mais globalement, quand vous travaillez sur, nous, les outils qu'on avait initialement, c'est-à-dire à la base, sa tête et ses mains, vous arrivez à une complexité qui est telle que vous ne pouvez pas en fait, prédire. Vous faites que de la réaction. Vous avez, des règles de gestion, vous les appliquez, mais il est très difficile de savoir à 24 mois, quel va être, votre besoin. C'est quasi impossible et c'est pour ça qu'assez rapidement quand même sur le projet, on a mis en place un outil de simulation, nous permettant de traiter ces données massives et de pouvoir, par rapport à des règles de gestion très strictes, hein, on était vraiment sur de la simulation, de l'ancien temps, de la troisième révolution, on va dire, industrielle. On arrivait à prédire quand même, globalement, nos besoins. Mais le souci, c'est que l'outil qu'on utilisait, manquait de flexibilité. En fait, sur ces outils-là, tout est codé vraiment dans le dur. Il y a pas d'apprentissage, hein, de ces outils-là. Ils vont faire ce qu'on leur demande de faire. Ils sont pas bêtes, hein, c'est juste, c'est comme ça que c'est programmé et donc, vous, c'est, if cargo, is that size, and then, put it here, quoi. C'est vraiment, très simple. Il y a pas d'intelligence plus que ça et après c'est, ben, s'il y a pas la place, mets-le ailleurs, quoi. Mais globalement, l'outil suit un processus, très strict. Il a pas du tout l'agilité que peut avoir un être humain. Et on va voir aussi l'agilité que pour avoir une solution, d'intelligence artificielle. À côté de ça également, l'outil, par rapport aux zones en fait, qui sont très changeantes puisque vous êtes sur des entrepôts, alors vous pouvez très bien décider de fermer une zone pour une raison ou pour une autre, pour une maintenance, vous pouvez agrandir des zones également, vous pouvez, enlever des cantilevers pour mettre des étagères, vous pouvez faire plein de choses comme ça et en fait, vous devez être obligé de les reconnecter à votre, digital twin. Vous êtes obligé de tout recoder et en fait, le problème, nous on s'en est rendu compte, c'est que tous ces petits changements, surtout quand ils sont minimes, bah, vous dites: «Bah, je vais pas repasser par une modification du code». C'est vrai que le changement en tant que tel, il apporte pas grand-chose. Le problème, c'est qu'au bout de 5 ans, vous accumulez tellement de petits changements qu'à la fin, bah, votre digital twin, il est plus du tout connecté à la réalité. Vous êtes plus du tout sur un jumeau, quoi. Donc c'est là où ça peut être très problématique. Hem et c'est là où vous avez besoin d'agilité et vous avez besoin d'apprentissage. Et du coup, Benjamin, à toi le micro.
Bonjour à tous, Benjamin Dubuté. Du coup, je suis un des cofondateurs de DCBrain. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette présentation. Avant peut-être de plonger sur le cas ITER, je vais présenter DCBrain, mais avant de présenter DCBrain, je vais vraiment souligner ce qu'a dit Gabriel tout à l'heure sur le DR Lab. On va faire peut-être un peu de pub. Je trouve que c'est important aujourd'hui quand tout le monde parle d'innovation, de Startup Nation, de lab, etc. Il y a peu d'entités qui demandent aux parties prenantes. Les parties prenantes d'un lab, ça va être évidemment les utilisateurs. Ça paraît assez logique. Ça l'était pas forcément au début, mais c'était pas forcément arrivé au début, mais ça a été compris par tout le monde. Et puis il y a des entités qui demandent aussi aux fournisseurs, en particulier les jeunes entreprises innovantes. Et ça, c'est plus intéressant pour savoir comment on les intègre. Et derrière, en particulier derrière Lab, a vraiment cette optique de travailler en collaboration, en écosystème avec tout un tas d'entreprises, pas que DCBrain évidemment. Et donc, je trouve que ça fonctionne vachement bien, donc je tenais à le souligner. Donc, si on revient un peu sur DCBrain, alors, qui on est? Alors, à DCBrain, on est une entreprise, on est une jeune entreprise. On a créé DCBrain avec Arnaud de Moissac en 2015. On a créé un logiciel qui s'appelle INES, INES qui veut dire Intelligent Network Solution, qui est une solution qui permet de faire de l'optimisation d'infrastructures et de réseaux complexes via de l'intelligence artificielle. Et cette solution, elle permet de faire plusieurs choses. Elle permet d'optimiser des infrastructures. Elle permet de faire de l'anticipation, donc de la prédiction et de la simulation, savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver, le niveau d'activité, et puis la scénarisation en fonction de ce niveau d'activité dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et puis, il permet de contrôler l'activité, de suivre la performance de l'activité, ce qu'on appelle Control and Collaborate. Ces trois fonctionnalités, elles sont basées sur ce qu'on appelle notre cœur d'algorithmie AI, Industrial AI Engine, qui est lui-même basé sur différentes briques techno. Je ne vais pas rentrer trop dans la techno, j'y reviendrai sur le projet ITER, mais en gros, nous, DCBrain, on est très fort pour conceptualiser l'infrastructure sous forme de base de graphes, et donc de créer un double digital d'une infrastructure ou d'un réseau. Et puis, on va appliquer sur ce graphe un certain nombre de modules d'IA, de modules d'optimisation. Ça peut même parfois de la recherche opérationnelle. Et in fine, ce que ça permet de faire, ça permet d'optimiser des CAPEX, optimiser des coûts opérationnels, des OPEX, et puis de mettre en place du vrai travail collaboratif. J'insiste sur cette notion de ROI. Gabriel l'a un peu évoqué tout à l'heure. Nous, chez DCBrain, on a une vraie logique ROIste. On ne fait pas d'innovation. Enfin, d'ailleurs, nos clients ne font pas d'innovation pour faire de l'innovation. Enfin, il y a certains qui en font, mais ça marche jamais trop longtemps. Ça s'arrête généralement au stade du pilote. Mais ceux qui veulent vraiment disrupter leur processus, ils le font pour aller gagner de l'argent, parce qu'ils savent que derrière, il y a de la valeur, il y a des marges, des optimisations opérationnelles, qu'il y a moyen d'améliorer la façon de faire les choses, il y a moyen d'optimiser des plans d'investissement. Et c'est pour ça que chez DCBrain, on a une logique qui dès le départ, dès qu'on travaille même en qualification technique, donc avant même de lancer un projet avec un client, on commence à travailler sur des estimations de ROI, parce que sinon, ça marche pas. Et ça aussi, c'est un des points forts d'ailleurs du lab de DR, c'est qu'ils ont bien compris cette logique. C'est avant même de lancer un projet, on essaie de voir ce que ça va donner et on essaie d'estimer des impacts et des gains. Voilà sur l'outil. En termes de cas d'usage, on a un certain nombre de cas d'usage dans le monde de la supply. On travaille effectivement sur la partie gauche là avec DR sur l'optimisation d'espace de stockage. On travaille sur d'autres sujets, là, Iman en parlera, sur des sujets d'optimisation de préparation en entrepôt. Et puis on travaille dans cette grande partie intralogistique, et puis on travaille aussi beaucoup sur la partie plan de transport et plan de distribution, où on va faire de l'optimisation et de la planification de flux entre des sites industriels, entre des entrepôts, entre des clients finaux et des agences. Et dans ce cadre-là, on travaille plutôt avec des grands transporteurs. Là, vous voyez quelques logos. Et pour ces gens-là, on va faire effectivement de la réduction. Principalement, le levier qu'on va aller apporter, c'est la réduction de coûts de transport.
Alors, je reviens sur le projet ITER. Gabriel l'a dit, en fait, le projet ITER, il est assez emblématique d'une situation qui est partout la même, qui est que la donnée n'est jamais parfaite. Et chez ITER, elle était vraiment pas parfaite. Elle était très loin de ce monde-là, mais c'est toujours la même chose. Il y a toujours cette même problématique. Il y aura toujours des anomalies dans les données. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Si je reviens un peu sur le cycle de vie de la big data, le big data, c'est un phénomène, enfin, c'est un concept qui a été défini, je sais pas, à la fin des années 2000. On a commencé à beaucoup en parler en 2010, 2011. À l'époque, on parlait de DMP, par exemple, Data Management Platform, etc. Et donc, il y a plein d'acteurs qui ont commencé à lancer des pilotes, lancer des expérimentations sur des technos autour du big data. Et en fait, une des conclusions, ça a été de dire les données ne sont pas parfaites. Et du coup, ces acteurs ont mis en place des processus de data qualité, etc., de data gouvernance, pour améliorer la qualité de la donnée, pour la structurer, pour la stocker, et puis mettre en place de l'IoT pour avoir plus en plus de données. Et donc, ils ont eu tout à fait raison de le faire, mais ils ont oublié, un certain nombre d'entre eux ont oublié quelque chose, c'est que dans tous les cas, la donnée, même si on met en place tous les process qu'on veut, etc., la donnée ne sera jamais parfaite. Et donc, il faut savoir traiter cette imperfection. Et aujourd'hui, c'est un des points clés pour pouvoir aller activer les leviers de valeur en utilisant des techno big data. C'est comment on traite les anomalies de données. En big data, dans tout ce qui est intelligence artificielle, etc., il y a un peu un slogan ou une phrase qui dit que c'est garbage in, garbage out. Si vous mettez des données pourries en entrée d'un modèle, les résultats seront pourris. Et donc, il faut savoir nettoyer, qualifier, travailler cette donnée ou avoir les bons modèles qui viennent pallier cette imperfection de données. Ça, c'est super important. J'y reviendrai dans le projet ITER parce que Gabriel l'a dit, le projet ITER, il y avait très peu de données en entrée ou de très mauvaise qualité. Il y avait ces packing lists qui étaient de différents formats. Il y avait très peu de visibilité. Il n'y avait pas toutes les données sur ces packing lists. En particulier, il y avait parfois des données assez importantes comme le volume qui manquait. Et puis, il y avait très peu de données en sortie puisque comme c'est un projet un très mauvais prévisionnel de sortie des pièces, puisque comme c'est un projet globalement de R&D, on ne sait pas trop quand le boulon va être utilisé, puisque c'est un projet de R&D qui, comme tout projet de R&D, est en retard et décale. Donc, quand à la place de DAER, on doit gérer des espaces de stockage, c'est compliqué de le faire quand on n'a pas de visibilité sur les flux entrants, pas de visibilité sur les flux sortants, et donc on ne sait pas exactement dans 3 mois quel est le volume de pièces qu'il y aura à qu'on devra stocker à tel et tel endroit. Donc c'est une spécificité, je pense, de DCBrain, c'est d'avoir su anticiper cette imperfection de données et d'avoir construit plusieurs modèles qui permettent, de nettoyer la donnée automatiquement, et puis deux, d'avoir des modèles, j'y reviendrai après, qui permettent par ailleurs de pallier l'absence complète de données en recréant des données ou en utilisant des technos qui permettent je vais y revenir, mais qui permettent d'avancer sans forcément beaucoup de données. Du coup, sur ces technos, sur le détail des technos. Encore une fois, le cas ITER est assez emblématique, assez peu de données, un certain nombre et même beaucoup de contraintes opérationnelles de stockage, donc vraiment énormément de contraintes. Et puis un outil qui était utilisé auparavant, qui n'est pas un outil d'optimisation, qui était plus un outil de simulation, Gabriel l'a dit, mais c'est un outil qui ne permet pas forcément d'affiner des scénarios qui permettaient d'optimiser le taux de remplissage et le taux d'utilisation d'espace de stockage. Donc, nous, on a testé sur ce projet plusieurs approches algorithmiques qui permettaient de répondre au sujet. Ces approches algorithmiques font partie de notre corps d'optimisation, encore une fois, qui est basé sur plusieurs branches algorithmiques qui permet de répondre le plus possible aux différentes situations de données et aux cas d'usage. Donc, on a testé deux approches. La première approche, c'est celle de Deep Reinforcement Learning. Et la deuxième approche, c'est une approche d'hybrid AI, qui est une approche croisée, on va dire hybride, comme son nom l'indique, entre la recherche opérationnelle et du deep learning. Alors, si je reviens, je trouve que c'est assez intéressant de parler une minute de reinforcement learning.
Reinforcement learning, c'est une technologie qui a été popularisée il y a quelques années par la victoire de Google de mémoire contre le meilleur joueur de Go sur le jeu de Go. Hein. Je ne sais plus exactement le nom du module ou de l'agent, mais en gros, le principe, c'est on va créer un agent, donc on va créer un agent informatiquement. On va lui donner la capacité, on va lui donner les règles du jeu, les règles d'un jeu. Et on va lui donner la capacité à comprendre s'il a gagné, quand est-ce qu'il a gagné et quand est-ce qu'il a perdu. Et cet agent, il va jouer des milliers, des centaines de milliers ou des millions de fois contre lui-même. Il va créer donc son propre historique de données. C'est ça qui est intéressant. Et il va définir sur cet historique de données qu'il s'est créé lui-même la meilleure stratégie pour répondre à tout événement qui pourrait intervenir. Donc ça, c'est super intéressant dans des cas sur des sujets d'optimisation avec pas mal de contraintes, avec des jeux de données encore une fois très faibles, de très mauvaise qualité. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien. La deuxième approche algorithmique, c'est l'approche AI hybride qu'on a utilisée. Dans cette approche-là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a testé la création, on a recréé des jeux de données. En fait, on a utilisé je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a utilisé quelque chose qui s'appelle du Generative Neural Network pour recréer des datasets. En fait, le principe de cette technologie, c'est qu'on part d'un dataset qui est réel, on va le diviser, on va recréer de la donnée, enfin, on va apprendre à un module à comprendre si cette donnée est réelle ou pas réelle. Et puis après, on va générer de plus en plus de données. Et au bout d'un moment, l'agent va commencer on va créer de la donnée de plus en plus fine. On va la faire tester par l'agent. L'agent va nous dire si cette donnée est réelle ou lui semble réelle ou pas. Et puis à un moment, cette donnée, comme on va affiner le processus de construction de la donnée, cette donnée va lui sembler réelle. Et donc, c'est comme ça qu'on va récréer plein de données sur la base d'un jeu de données qui est quantitativement assez faible. Alors, c'est des technos qui ont été popularisés. Enfin, c'est assez connu. Il y a pas mal de petits modules que vous pouvez trouver sur Internet pour recréer des voix, pour recréer des images à partir d'une image tronquée ou incomplète. On va créer l'ensemble de l'image. Idem pour les voix. Donc, c'est des choses qui sont assez utilisées ou bon, c'est assez ludique d'ailleurs. C'est assez marrant à faire. Donc, je vous encourage à aller regarder si vous le souhaitez. Donc, voilà les approches algorithmiques qu'on a mis en place. Peut-être arriver Nathalie, à passer à la slide de résultats, si c'est possible. Donc, sur bon, il y a une slide qui présentait, alors je ne sais pas s'il y a peut-être eu un petit problème de document, de versionning, mais pour les résultats, Gabriel, je ne sais pas si tu veux en parler ou. Ouais, je vais en parler. Donc, globalement, l'outil, de par cette approche et par l'apprentissage de l'agent, on lui avait donné un petit nom d'ailleurs, on l'avait appelé Marvin, petite référence au guide intergalactique. L'outil nous a permis du coup de pas faire de la simulation, mais vraiment de venir optimiser les prévisions, optimiser en fait le rangement des différents entrepôts. Ça nous a, avec une approche notamment assez nouvelle pour nous, avec une notion de flux, avec des diagrammes de Sankey, mais également de la BI un peu plus avancée que ce qu'on avait l'habitude de faire. Ça nous a permis de beaucoup mieux prédire. Et comme on n'est pas sur de la simulation, mais bien de l'optimisation, ça nous a notamment permis de ne pas avoir à ouvrir une nouvelle zone. On pensait devoir en ouvrir une par rapport aux règles de gestion qu'on avait en place, mais finalement, en fait, on pouvait s'en sortir avec les espaces à disposition, notamment pendant le pic en fait, de charge sur le projet ITER. Il faut savoir que sur ces projets-là, quand vous avez notamment des capacités de stockage très diverses par leur nature, ça ne viendrait pas forcément à l'idée d'un outil de simulation, puisque ce n'est pas écrit dedans, mais également pour nous, pauvres êtres humains,
de ranger par exemple des colis qui n'ont rien à faire en température humidité contrôlée et de les mettre en température humidité contrôlée. Alors qu'en fait, potentiellement, cette zone-là ne va pas être surchargée. Peut-être que c'est malin par rapport aux besoins du chantier, etc. etc. L'outil, lui, il a vu ça, il a pris les décisions que nous, on n'aurait pas pris, clairement. Et ça a permis de lisser la charge et surtout voilà, d'éviter une ouverture de zone. Donc, du coup, si on vient regarder un peu les bénéfices du projet, ce que ça nous a apporté, donc pour notre client, en termes de customer experience, je vous fais la lecture, hein, j'ai le slide moi, mais pas vous. En valeur tangible, c'est de, en effet, ne pas ouvrir une nouvelle zone. En valeur intangible, c'est d'avoir des meilleurs reports. Nous, on peut leur publier des rapports vraiment qualitatifs avec beaucoup de données et de manière plus fréquente. Avant, voilà, on devait lancer la simulation. C'est quelque chose qui prenait 3 semaines pour un ingénieur, l'ingénieur logistique qui travaillait sur le projet. Je vous invite d'ailleurs à voir une vidéo sur ce projet, hein, on le voit intervenir sur cette partie-là. Et donc de pouvoir vraiment leur donner un peu à la demande en fait des rapports, puisque la génération de ces rapports est très rapide. Au niveau de l'expérience employée, forcément, moins de temps passé sur une tâche de consolidation de données et de scheduling qui sont quand même des tâches assez chronophages et pas forcément très rigolotes. Et on l'a dit, c'était 3 semaines à chaque trimestre pour éditer les rapports, donc c'est du temps gagné et du temps gagné sur des tâches qui ne sont pas forcément à très forte valeur ajoutée. Et c'est en valeur intangible plutôt, c'est de travailler avec des solutions qui sont vraiment au top de l'état de l'art. D'un point de vue excellence opérationnelle, donc plus orienté ROI, donc pour Daher, c'est du temps, ingénieur. Et pour notre client, c'est notamment ne pas avoir à ouvrir une nouvelle zone. Si on fait une petite règle au doigt mouillé, règle de 3 par rapport au sud de la France et au coût d'un entrepôt, on est sur du 100 € par mètre carré par an. Donc vous comprenez bien que quand vous évitez l'ouverture d'une zone de par exemple 5000 mètres carrés, vous gagnez quand même pas mal d'argent, en tout cas votre client. D'un point de vue intangible, c'est une visibilité nouvelle avec des données qui sont reconsolidées, avec une traçabilité et cette prédiction qui peut demain nous permettre de faire d'autres optimisations. D'un point de vue excellence plutôt responsabilité de l'entreprise, d'un point de vue éco-responsable notamment, c'est faire plus avec moins, c'est la sobriété. Je pense que c'est une des premières pistes évidemment de la réduction empreinte carbone, c'est toujours de faire moins avec plus. J'ai dit quoi? L'inverse, autant pour moi. Faire plus avec moins. Et notamment, typiquement, des petits calculs assez rapides vous donnent la consommation d'un mètre carré dans un entrepôt qui est de 150 kWh. En intangible, assez peu pour le coup sur ce projet-là. Et en image de marque, ça nous permet en tangible d'effectuer par exemple des webinaires comme celui-ci, des communications et de pouvoir expliquer le gain que peut avoir des solutions comme ça appliquées à des vraies problématiques industrielles et évidemment d'apporter à notre client une valeur et que ça se sache. Ce projet-là, ce qui est intéressant, et je finis et je laisse la parole à Iman, j'ai pris beaucoup trop de temps sur la première partie, c'est de dire que finalement, c'était un POC. On a réussi à mesurer notamment ces différents gains et à mettre en avant ces gains auprès de notre client. Et notre client, donc en accord avec nos équipes et avec notre direction, a décidé d'industrialiser la solution. Ce qui fait que le projet a été industrialisé, déployé et utilisé encore aujourd'hui du coup par les équipes sur site pour la rédaction de ces prédictions, de ces rapports. Donc c'est une belle réussite, une belle collaboration avec les équipes d'ITER, Daher, avec DC Brain et avec notre client. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Entre-temps, j'ai retrouvé la slide manquante, donc, qui est affichée là devant vous. On a une question qui est arrivée très tôt ce matin. Bonjour, quel langage et quelle librairie utilisez-vous pour vos algos d'AI? Donc, je ne sais pas qui voudra répondre à cette question-là. Et je rappelle aux autres que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions qui est juste en haut à votre droite. Et je vous ai mis aussi quelques sondages parce que nous aussi, on a des questions auxquelles vous pouvez répondre. Donc, est-ce que Gabriel ou Benjamin, vous voulez répondre à la question des langages et des librairies utilisées pour les algos d'AI? Sur les librairies, nous, on a développé nos propres modèles et puis après, on utilise des librairies publiques qui sont assez, qui sont celles du marché. Donc, c'est une approche un peu mixte. Il y a des choses qui existent qui sont publiques. Donc voilà. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question puisque du coup, globalement, on fait de l'open innovation. Donc, on va s'appuyer justement sur des partenaires comme DC Brain pour travailler sur ces sujets d'intelligence artificielle. Parce que notre métier, c'est surtout
faire des avions, des pièces d'avion, de la logistique et du service. Alors oui, on a des compétences en interne, mais bon, globalement, la réponse de Benjamin est... Je ne vais pas m'avancer sur des librairies. Parfait. Bah, Gabriel, j'ai une question pour toi. Comment se fait la mise à jour dans le modèle et modifications faites en entrepôt? Donc, c'est une question de Joël qui dit « J'ai compris que c'était un problème lorsque vous utilisiez un outil de simulation. En quoi c'est plus facile avec DCBrain ?» Donc, il y a la question qui est assez longue. Elle est à droite dans l'onglet questions, si tu veux la relire. Ouais, je la vois. Il n'y a pas de problème. Du coup, en fait, dans l'outil de simulation, il y avait fallait y aller vraiment dans le code et surtout demander. On n'avait pas forcément la main mise sur l'outil. Alors, j'imagine qu'il y a des outils de simulation, on peut avoir la main sur certaines modifications, par exemple de mètres carrés ou de la nature de ces mètres carrés. Là, dans l'outil DCBrain, on a deux façons de le faire. Quand c'est des changements assez massifs, c'est l'injection d'un fichier Excel avec toutes les modifications. Et après, l'outil fait les modifications lui-même. Donc, on ne rentre pas dans le code. Et sinon, il y a certains paramètres qu'on peut régler directement dans l'interface web, puisqu'on a la web app. Et donc là, en fait, c'est des modifications au curseur, quoi. Vraiment, bien rentrer les données ou bouger un ou deux curseurs. Merci. Et après, on a juste besoin de relancer et ça se réentraîne. Parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, il y a deux dernières petites questions et puis ensuite, on va laisser la main à Iman quand même. Il y a Samuel qui voudrait savoir quelle est la durée du projet entre l'expression du besoin et les premiers résultats. Alors, la durée du projet, c'était en 2018. On a commencé le projet en juin, on était sur site, juste pour info, en juin 2018, on a validé la note de cadrage, donc la qualification technique. On a lancé fin juin 2018, le projet était finalisé, le pilote était finalisé en septembre 2018 et on a commencé l'industrialisation, donc après avec des résultats positifs, etc., donc des premiers gains, et puis l'outil a été industrialisé en janvier, durant le mois de janvier 2019. Donc, en gros, un pilote chez DCBrain, ça dure entre 6 et 12 semaines à peu près. Et puis après l'industrialisation, ça dépend du niveau d'intégration informatique. Ça peut être quelques semaines, comme dans le cas d'ITER, jusqu'à quelques mois sur des sujets plus complexes avec plus de personnes à former, etc. Ok, parfait. Et dernière question, quel est le budget, un ordre de grandeur, hein, rien de précis d'un projet de ce type? Benjamin. Parce que moi, les projets ODR Lab, ça dépend vraiment de la société avec laquelle on va bosser et notamment des technologies qu'on va utiliser. Donc là, c'est plus à Benjamin de répondre. Bah, sur un projet de ce type, sur des éléments financiers, ça peut être sur un site comme ça va être quelques dizaines de milliers d'euros. Parce que c'est un seul site, parce que c'est réduit, etc. Donc, on parle de ça maintenant. On parle de budget sans rentrer dans le détail du périmètre. C'est un peu sensible, mais ça vous donne un peu une idée. Okay. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et puis on va y répondre après le meet-up pour les questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Je laisse la parole à Iman, qui est donc ingénieur projet chez Daher. Iman, la parole est à toi. Bonjour. Du coup, je veux juste une confirmation si vous voyez bien mon écran. On voit le volet questions. Si tu... D'accord. Okay. Voilà, parfait. Ouais, ça marche. Bonjour à tous. Donc, Iman Lepan, je suis ingénieur méthode et projet chez Daher. J'ai intégré le groupe Daher il y a 2 ans pour intervenir sur la prestation 3PL qu'on opère ici sur la plateforme Donin pour un client, un industriel ferroviaire. Donc, la plateforme Donin qui se situe dans la région du Valenciennois, dans le département du Nord, on opère la logistique 3PL pour un de nos clients qui est un industriel du ferroviaire. Donc, c'est un projet qui a démarré en février 2019. Et donc, comme toute activité 3PL, notre process se déroule sur plusieurs étapes. Donc, de la réception au stockage des pièces, à la préparation de kits qui sont à destination de la ligne d'assemblage du client. Et avec une expédition, puisque le site se trouve à une dizaine de kilomètres de l'entrepôt Donin.
Donc, ces différentes activités sont effectuées sur l'entrepôt au Nain, mais on a également une équipe qui intervient directement en in situ chez le client, principalement pour décharger les différents kits que nous, on envoie d'ici de l'entrepôt de Nain, mais également des différentes préparations et pièces qui sont livrées en juste à temps par d'autres fournisseurs. Et également livraison et alimentation du bord de chaîne pour la ligne d'assemblage. On s'occupe également de la gestion du retour des vides, donc entre le site de fabrication et l'entrepôt qui prépare les différents kits qui vont être assemblés. Donc, juste pour une précision, tout ce qui est activité d'approvisionnement de pièces et de contrôle qualité, à ce jour, reste dans le scope de notre client, donc on n'intervient pas sur ces deux activités-là. Donc, on travaille actuellement avec DC Brain sur un projet sur la partie préparation. Donc, il est principalement axé sur notre partie préparation sur laquelle on a des enjeux stratégiques avec notre client. Et nos enjeux sont vraiment d'optimiser et de fiabiliser ce process en amont de la préparation pour assurer une bonne montée, assurer la montée en cadence de notre client et de l'accompagner justement sereinement. Donc, je vais rentrer plus en détail dans ce process-là de préparation et ensuite, je détaillerai le projet avec DC Brain. Donc, sur la partie préparation, on a plusieurs étapes. Donc, on réceptionne des plannings de production de notre client qui sont sous format Excel. Nous, on les compile pour en sortir un fichier simple et unique avec les informations dont nous avons besoin. Ensuite, en seconde étape, on reçoit les commandes qui sont envoyées sur le SAP. Donc, notre activité, on utilise le SAP qui est commun, c'est le SAP client. Donc, il a une visualisation en direct de nos stocks et de nos différentes activités. Donc, ces différents bons de commande qui sont générés sur le système sont ensuite triés puisque le système les génère, en fait, SAP les génère toutes les heures sans forcément de distinction entre la date qui est indiquée sur le planning, sans distinction forcément de la ligne de production. Il y a plusieurs lignes de production sur le site de notre client. Et sans distinction non plus si c'est un flux urgent ou un flux nominal. Donc, il y a une seconde étape qui est réalisée ici par les responsables de zone de préparation, qui est le tri et l'ordonnancement de ces différents bons de commande. Donc, ensuite, on compile toutes ces informations-là qu'on reçoit sur les différents fichiers Excel qui sont les plannings de production. Donc, nous, on les compile sur un tableau Velleda simple statique pour pouvoir avoir une visualisation sur notre semaine de préparation. Et ensuite, au fur et à mesure de la réalisation des préparations, ce tableau est mis à jour par nos compagnons. Et en parallèle, une fois que la préparation elle est finalisée, on valide les bons de préparation sur le SAP pour pouvoir décrémenter les stocks. Donc, sur ces différentes étapes du process, on a identifié pas mal de contraintes. Donc, sur la première partie, c'est la mise à jour fréquente des différents plannings que l'on reçoit, puisque voilà, ça subit les différents aléas de production. Et ensuite, sur la partie lancement des commandes, parfois on a des oublis de lancement ou alors des lancements trop tôt ou trop tard. Et ça peut impacter toute la chaîne de préparation jusqu'à la livraison au bord de chaîne. Donc, avec toutes ces contraintes, on a identifié un process cible qui a pour objectif principalement de supprimer les différentes tâches qui sont à non-valeur ajoutée et de fiabiliser les autres tâches qui sont nécessaires avant d'entamer une préparation. Et donc, sur les différentes étapes de préparation, on a identifié des fonctionnalités que l'on souhaitait avoir sur notre outil. Donc, sur la partie réception du planning, c'était la possibilité justement d'avoir un outil qui nous compile ces données-là et qu'à la suite de chaque changement de planning, ça puisse se mettre automatiquement sans forcément une intervention d'un de nos équipiers. Et surtout, la possibilité de d'avoir une visualisation tout de suite sur l'impact qu'un changement de planning pourrait avoir et de pouvoir réagir en conséquence. La possibilité d'avoir aussi une aide à la décision pour dimensionner l'équipe. Sur la partie génération des commandes, c'est la possibilité justement de vérifier si le lancement de commandes a bien été fait au bon moment.
Et au-delà de ça, c'est de pouvoir alerter et d'être proactif sur cette partie-là du process. Ensuite, sur le tableau de suivi, c'est la possibilité d'avoir un suivi un peu plus visuel qu'un tableau blanc statique. Si on n'intervient pas dessus, il ne se met pas à jour automatiquement. Et de pouvoir justement, vraiment à chaque modification de planning, avoir toutes ces informations-là qui découlent et que ça puisse mettre à jour tous les différents fichiers de suivi que l'on pourrait avoir. Et ensuite, sur l'étape de la validation de la préparation, c'est de pouvoir valider, une fois que nos équipiers ont mis sur ce tableau-là de suivi, ont confirmé qu'une préparation est finalisée, c'est que l'outil puisse vérifier en direct sur SAP si on a bien validé les bons de commande et donc la bonne décrémentation des stocks et donc assurer une bonne fiabilité de nos stocks. Donc, une fois qu'on a identifié toutes ces fonctionnalités, donc le projet INES est né avec DC Brain et il a bien sûr cet objectif-là de répondre à nos enjeux qui sont de fiabiliser et vraiment d'assurer cette montée en cadence avec le client avec un process robuste et fiable. Donc, on a énormément échangé avec DC Brain pour l'identification de ces différentes fonctionnalités de l'outil, de la définition du cahier des charges. Ça s'est vraiment fait en commun avec DC Brain et c'est quelque chose qu'on a énormément apprécié chez DC Brain puisque qu'on attend d'un fournisseur sur une solution qui est vraiment proche opérationnel, c'est qu'il puisse être vraiment proche terrain. Et c'est ce qui s'est passé avec DC Brain, puisque vraiment, c'est leur méthode de travail, d'être proche terrain. Ils ont passé du temps ici chez nous pour comprendre les différentes règles métiers. C'est quelque chose que nous, en tant qu'opérationnel, on apprécie énormément, qu'un fournisseur puisse nous accompagner vraiment et aussi d'être proactif et de proposer des solutions. Ça a été énormément apprécié du côté de DC Brain. En termes de gestion de projet avec eux, on avait des échanges hebdomadaires. Enfin, on a toujours des échanges hebdomadaires et un échange plus global avec un peu plus de personnes au niveau de notre direction, qui est un échange mensuel. Donc, pour revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur le projet ITER, donc nous, on a démarré ce projet-là en janvier. Aujourd'hui, on est sur une phase bêta du projet. On doit tester l'outil en début mai. Donc, le tester ici sur notre site avec les opérationnels, avec nos équipiers de préparation. Et donc, pour pouvoir, on vise une industrialisation à partir du mois de juin. Donc, voilà sur le stade où on est le projet aujourd'hui avec DC Brain. Je ne sais pas, Benjamin, si tu souhaites ajouter quelque chose. Ouais, merci beaucoup, Iman. Non, mais j'ai pas d'ajout majeur. Juste pour bien clarifier, sur le sujet ITER, on est sur des sujets plutôt d'optimisation moyen à long terme d'espace de stockage. Le projet qu'Iman présente, c'est un sujet plutôt d'optimisation opérationnelle, quotidien, de planning de prépa. Donc, ça vous montre bien. Je trouve que c'est assez représentatif de ce que peuvent faire des technos d'IA en termes d'optimisation sur des cas d'usage qui sont pas du tout les mêmes. Je te laisse poursuivre, Iman. Oui, donc là, c'est quelques exemples des différents visuels sur l'application, sur l'outil qu'on va utiliser. Donc, effectivement, c'est une collecte de données qui est réalisée avec les différents plannings. C'est la génération d'un Gantt de préparation qui est optimisé avec les différentes règles métiers qu'on a identifiées. Donc, je ne démarre pas une préparation si je ne peux pas la finaliser sur la journée. Avec la contrainte du nombre de personnes pour la préparation. On a certaines préparations qui peuvent se faire à une personne, d'autres préparations à 2-3 personnes. Donc voilà, avec toutes ces différentes contraintes-là, on a un planning optimisé. La possibilité d'alerter justement si voilà sur mon planning j'ai une préparation qui est identifiée mais par contre sur les bons de commande je ne les retrouve pas, donc ça permet d'alerter, attention, ces bons de commande là je les ai pas. Et surtout une des fonctionnalités qui est hyper importante, c'est sur cette partie là de tri des bons de commande qui sont générés automatiquement toutes les heures par SAP. C'est la possibilité de les capter et de les stocker et de les imprimer vraiment au besoin.
Donc, on a, au-delà du côté optimisation de nos activités, on a ce côté aussi où on imprime vraiment au besoin et on arrête ces impressions qui sont automatisées toutes les heures. Donc, voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Iman, c'était super intéressant. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées, notamment de Victor. Iman, peut-être que tu peux y répondre. Comment est réalisé, comment est formalisé l'échange des données entre SAP, donc le client, Daher et DCBrain? Je te laisse lire la question, Iman, qui est sur ta droite, qui est assez complète. Donc, peut-être que tu veux apporter une réponse globale en 1 minute. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de communication entre le système DCBrain et le système SAP client. On fait uniquement de la consultation, donc on extrait des informations, chose qu'on fait déjà aujourd'hui. C'est l'extraction d'informations et ensuite de les vérifier sur le système. Donc il n'y a pas de communication entre le logiciel DCBrain et le SAP client. Ok, parfait. Merci, Iman. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture ce meet-up? Allez-y, c'est maintenant. Hein. Il y avait des… Qui peuvent arriver. Il répondra par mail dans le mail récap qui part cet après-midi. Il y avait une question de Florence Tespioc sur l'enveloppe pour ce projet. Le mieux, sur le budget, c'est avec plaisir, on en parlera en détail avec vous si ça vous intéresse sur les prochaines étapes, sur comment on qualifie techniquement les projets avant de les lancer, typiquement avec Iman et Gabriel le Dalab sur le projet que Iman vient de présenter. Avant de lancer le projet, on va sur site, on estime les gains, on comprend les besoins, on va rencontrer les utilisateurs, on va comprendre les possibilités d'intégration informatique qu'Iman vient d'évoquer, etc. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui viennent après alimenter la construction du projet. Et ça nous, DCBrain, on aime bien le faire sur site pour comprendre et pour voir les choses. Et donc, avec plaisir pour avancer avec des participants au webinaire s'ils sont intéressés. Génial. Alors, une toute dernière de Eric pour Iman. Dans le cas présenté, comment seront gérées les erreurs de préparation pour enrichir l'outil en continu? Et ensuite, on arrête là. Oui. Alors, les erreurs de préparation, c'est quelque chose qui va être en phase 2 du projet, puisque le projet ne s'arrête pas là. Ça, c'était vraiment une première étape du projet. Et en deuxième phase du projet, on prévoit encore de développer d'autres fonctionnalités sur l'outil avec DCBrain. Et ça va être l'objet ça va être l'objet dans la deuxième phase du projet. Parfait. Merci beaucoup, Iman. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, c'était super intéressant. Et puis, comme je vous le disais au début, il y a un email qui va partir cet après-midi avec le récap. Quelques slides, le lien vers le replay. Et puis, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce matin. Je crois que Nathalie, il y a une dernière slide de mémoire. Il y a une dernière slide. Alors, ouais. Slide 20. Ouais. C'est la conclusion, en fait. C'est beau. Voilà. Du coup, non, mais c'est hyper intéressant et merci beaucoup, Iman, pour ta présentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu du processus au niveau du DR là, mais nous, on vient vraiment explorer, démystifier les technologies et des startups comme par exemple DCBrain. Et une fois qu'on a réalisé le POC, qu'on a bien capitalisé, qu'on en a ressorti la valeur, après nous, on vient présenter ces solutions, donc le Retex, au métier. Et typiquement, c'est de ces présentations-là qu'ensuite naissent des projets comme Inès sur Ronin. Et c'est là où la valeur, après, vraiment prend tout son sens, parce que du coup, le projet ne reste plus à l'état de POC, même s'il a été déployé sur le projet ITER. Mais justement, c'est là où la notion de silo, elle est vraiment éclatée. Puisque par exemple, chez nous, le projet ITER, c'est la direction opérationnelle transport et projet, alors que là où travaille Iman, on est sur la direction service. Et là, dans le slide que vous voyez, c'est la direction industrie. Donc, c'est pour bien montrer que tout ce qu'on va tester, on va vraiment capitaliser au maximum pour en retirer justement toute la valeur et en allant sur des cas d'usage du coup différents. Nous, on a prouvé en fait lors du premier POC que finalement le concept fonctionne, que la technologie fonctionne et qu'elle peut apporter quelque chose.
Et ensuite, il faut dérouler justement des preuves de valeur sur d'autres cas d'usage. Là, par exemple, à l'écran, on est sur l'optimisation en fait, des ressources sur une ligne de finition, qu'on pourrait considérer comme une ligne d'assemblage, dans une de nos usines. Donc, vous avez des ressources, vous avez des cadres sur lesquels vous montez des panneaux, sur lesquels vous faites des opérations. Vous avez des outils qui ne sont pas en quantité illimitée. Vous avez des maintenances sur ces outils. Vous avez des shifts différents. Vous pouvez faire appel à de l'intérim ou pas. Bref, plein de contraintes. Et l'idée là, c'est que l'outil nous a permis justement de faire l'optimisation de toutes ces ressources. L'idée, c'est d'utiliser au maximum les ressources disponibles lorsqu'elles sont disponibles, tout en respectant évidemment le on-time delivery, qui est le principal critère auquel il faut obéir si on doit parler de règles du jeu. De la même manière que sur le projet ITER, hein, pour ce projet-là, on l'a réalisé, on a réalisé un retex pour un projet qui était quand même sensiblement différent du projet ITER et qui s'est fait un peu en parallèle, enfin en tout cas la fin s'est finie en parallèle du démarrage du projet INES sur Ronin. Là, sur ce projet-là, globalement, on a les mêmes gains, hein, moins de temps passé sur du scheduling, de pouvoir travailler des solutions dernier cri, avec une flexibilité apportée par l'outil. On peut modifier la ligne en fait assez rapidement, l'outil peut le prendre en compte. Et là, avec une notion aussi d'optimisation des CAPEX et optimisation des ETP pour ce projet-là. Il faut savoir que souvent sur ces projets-là, on est et c'est pour ça que DCBrain est hyper intéressant. Iman l'a bien dit, c'est que c'est un outil opérationnel. En fait, la technologie, elle est invisible aux yeux des personnes qui l'utilisent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un outil qui répond à leurs besoins, qui doit être simple, précis, sans petits calculs ou formules mathématiques qui perdraient finalement les gens dans l'utilisation au quotidien. Et là, l'outil vraiment vous permet d'avoir un Gantt le plus optimisé possible et de savoir toujours à n'importe quel moment quoi faire comme tâche pour les personnes sur la ligne d'assemblage. Donc c'est pour montrer, et c'est important, je vais pas en parler beaucoup plus. Pierre, vous pouvez toujours me contacter par mail. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que voilà, quand on vient tester quelque chose à un endroit, si ça marche et ça fonctionne, il ne faut surtout pas éviter à aller capturer de la valeur partout où vous pouvez, en fait, au niveau des différents métiers. Nous, chez DR et au sein du DR Lab, on a vraiment une loyauté vis-à-vis des startups pour lesquelles on travaille. L'idée, c'est qu'on ne va pas multiplier les collaborations avec des startups d'IA. Là, on a DCBrain, ça fonctionne très bien avec eux. Et donc, du coup, nous, pour nos projets d'intelligence artificielle, on va évidemment s'appuyer sur leurs compétences. Surtout, évidemment, ils sont très modestes, hein, mais Benjamin en a un peu parlé, on est vraiment sur l'intelligence artificielle, on n'est pas juste sur un bullshit words juste pour faire le buzz. Donc, ils ont une technologie qui vraiment apporte quelque chose d'innovant et de nouveau. Et donc, nous, on est très, très, très contents de pouvoir finalement continuer à travailler pour plus de 3 ans, ce qui est hyper long à l'échelle d'une startup et d'un grand groupe, de collaborer ensemble pour développer de nouvelles solutions, toujours autour évidemment des forces de DCBrain, qui vont être la réalisation de digital twin et les optimisations qui en suivent. Voilà. Je me tais. Effectivement, c'eût été dommage de louper cette belle conclusion. Merci beaucoup. Donc là, c'est vraiment fini? Oui. Je crois, ouais, en retard, hein, bien sûr. Bien sûr. Génial. Merci beaucoup Gabriel, merci beaucoup Iman. À très vite. Hein. Et puis, pour d'autres questions, n'hésitez pas à rebondir sur l'email de cet après-midi. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Merci à tous. Au revoir.